J'étais très sensible à la table ronde qui a eu lieu auparavant. Je me dis quelle évolution depuis 20 ans, quoi. C'est pas... Et finalement, les acteurs parlent mieux de la santé mentale que ne font les psychiatres. Enfin, j'essaierai quand même d'apporter une petite pierre, mais j'ai l'impression qu'en termes de communication, il y a tout de même les politiques sont tout de même les meilleurs. Voilà, une opinion comme ça. Et d'entendre dire que la santé mentale est nécessaire et un des ingrédients du développement territorial, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est quelque chose que je pense que moi, d'autres ont essayé de porter depuis Lucien Bonafé, Basaglia et autres. Donc c'est un plaisir d'être avec vous, c'est un plaisir de répondre aux invitations. Bon, je sais que Claude, ça sera sa dernière organisation, ce qui est tout de même une catastrophe parce que ici, étant donné l'investissement qu'il a mis en place pour la santé mentale. Donc mon intervention, je vais essayer de la faire le plus brève possible pour rattraper le temps. Alors la reprise de l'histoire, bon, Magali en a déjà pas mal parlé, donc on va reprendre ça. Qu'est-ce que nous apprend l'épidémiologie psychiatrique, la sociologie? Qu'est-ce que nous apprennent les usagers, les services de santé mentale dans la cité et l'évolution historique qui s'est terminée, qui est en train de se terminer et qui voit une accélération extraordinaire du processus depuis maintenant 2-3 ans, quoi. Et tant mieux. Donc, je représente le centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé. Il y a 10 centres collaborateurs de ce type en Europe pour 52 pays. Il y en a 46 dans le monde et on essaye d'être des relais entre les territoires, qui sont plus des pays ici, et l'OMS, et réciproquement, on essaie de faire passer au niveau du centre collaborateur les idées de l'OMS. On a 4 termes de référence, dont le premier est de promouvoir les services de psychiatrie intégrés de la cité. Alors, la notion d'intégration, d'ailleurs, va beaucoup plus loin que la notion de parcours. Et donc là, il faudra avoir une réflexion là-dessus, parce que ces parcours, on voit ce que c'est, il ne faut pas qu'il y ait de rupture, on est tous d'accord. Par contre, l'intégration, elle est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Quand elle s'inscrit dans un territoire, il y a une réflexion réelle à mener là-dessus. Les conseils locaux de santé mentale, Pauline Guézenec vous en parlera cet après-midi, ça a été une de nos actions fortes, et je pense qu'elle est en train d'essaimer sur tout le territoire, et tant mieux. Le deuxième terme de référence concerne l'empowerment des usagers et des aidants. On est en train de mettre en place une boîte à outils à l'OMS pour tous les pays pour faire valoir les droits et la qualité des services dans le monde. Vous avez vu les dernières affaires concernant les contentions, isolement de certains hôpitaux. Ça pose un problème. C'est le même problème dans le monde entier. On pense qu'avec Pinel, on a retiré les chaînes. On les a remises ailleurs, les chaînes. Donc, et dans nos pratiques, il y a tout de même des réflexions à avoir. Parce que quelle image on peut envoyer aux populations si on dit venez vous faire soigner en psychiatrie et qu'on voit à la télé les chambres d'isolement, des contentions et compagnie. Bon, donc l'OMS s'est ému là-dessus parce que c'est un problème mondial. Il y a des gens qui sont offerts en Afrique, il y en a dans nos pays aussi. Soutenir l'empowerment des usagers, on va en revenir tout à l'heure. Je pense qu'il y a Vincent Demassier qui va intervenir en tant que représentant du réseau d'entente de voix. Parlez mieux que moi. Participer à l'enrichissement du système d'information et connaissances. On est en train de mettre en place la révision de la classification des maladies. Et on a fait une étude, on est en train de faire une étude qui va apporter ses résultats dans 1 mois. On a interviewé les usagers et les aidants dans 15 pays sur ce qui comprenait quelque chose de ce que l'OMS écrivait de la prochaine classification sur la schizophrénie et la dépression.
Parce que si les usagers ne comprennent pas ce qu'on dit, ça va être un peu compliqué pour communiquer entre médecins et patients. Alors on s'est dit qu'on aurait dû demander aussi aux médecins ce qu'ils pensaient, s'ils comprenaient comment ils parlaient aux usagers. Enfin, bon, ça, c'est notre... Et enfin, la dernière chose, la promotion de la santé. Moi, je suis médecin. Hein, bon. La promotion de la santé physique pour les personnes vivant avec les troubles psychiatriques, c'est un problème mondial, puisque, comme vous le savez, les personnes qui ont des troubles psychiatriques graves ont 20 ans pour les hommes et 15 ans pour les femmes de moins d'espérance de vie que la population habituelle, mais en sachant qu'il y a un cumul de facteurs. Hein. Cumul de facteurs, ce n'est pas le suicide, hein, c'est plutôt les problèmes cardiovasculaires. Et là, on tombe dans les questions de prendre soin de soi, de précarité et autres. Alors, de la psychiatrie vers la santé mentale, c'est une vieille histoire hein, qui a commencé d'abord, bon, je ne l'ai pas mis, mais avec la création de l'hospice général, où on mettait tous les déviants au même endroit, donc le grand renfermement tel que l'a décrit Foucault. Et puis la différenciation, c'est-à-dire qu'on a mis les pauvres dans les hospices, les personnes âgées dans les maisons de personnes âgées. Les prostituées, on les a remis à la rue, parce qu'elles étaient aussi là. Hein, bon. Et les malades mentaux, on a créé les asiles psychiatriques à partir de deux constats, deux faits. Le premier fait, c'est en 1810, l'article du Code pénal qui dit qu'il n'y a ni crime ni délit si la personne est en état de démence. Donc voilà. Et entre 1810 et 1838, eh bien, les gens qui étaient en état de démence, on les remettait aux familles. C'est-à-dire qu'ils avaient tué des gens et compagnie, on les remettait aux familles. Ça posait des problèmes considérables, où on ne savait pas où les mettre, on ne pouvait pas les mettre en prison. Et donc la création de l'hôpital psychiatrique en 1838, il vient aussi combler ce vide. Ce vide qui était aussi, alors Foucault disait qu'il y avait aussi la lutte contre la mendicité et puis les gens qui allaient de ville en ville. Donc il y avait la lutte contre l'errance, donc les pauvres et les criminels. Et on va retrouver ces images de la psychiatrie qui vont jusqu'à nos jours. Hein, il suffit de lire la presse quotidienne. Jusqu'à nos jours, on va retrouver cette histoire, cette concrétion de ces deux problèmes au même endroit. Alors que les problèmes de santé mentale concernent tout le monde. Plus les gens qui sont en difficulté, évidemment, mais tout le monde. C'est-à-dire même les milliardaires sont concernés par les problèmes de santé mentale. Bon, et ça, c'est même, il faut le dire. Alors, la concentration, Magali en a bien parlé, c'est plus facile d'éliminer les gens quand ils sont concentrés. C'est très facile. Donc là, l'histoire des 40 000 morts de faim en France, ça n'a pas été l'opération T4. L'opération T4 en Allemagne, les nazis organisent la suppression de 78 273 personnes. Ils tenaient des registres, c'est très précis. Personnes, voilà. Alors, dans des cliniques, il faut le savoir, aux alentours de Berlin, dans une des cliniques avait une chambre à gaz. Donc, alors, les chambres à gaz viennent aussi d'Alexis Carrel, hein, notre prix Nobel, qui est le premier à parler de chambres à gaz pour régler le problème des handicapés mentaux dans notre pays et dans le monde entier. Donc ça, c'est des petites histoires. Puisque Magali en parlait, moi, je me suis beaucoup intéressé à tout ça avec Lucien Bonafé. Bon, c'est tout de même une drôle de période. Donc on a supprimé les tickets de rationnement dans les hôpitaux psychiatriques et les gens sont morts. Voilà, parce qu'avec le ticket de rationnement dans la vie habituelle, on arrivait à peu près à se débrouiller, enfin avec le marché noir. Là, ce n'était pas possible. Voilà, mais pas dans tous les hôpitaux. Dans certains hôpitaux, il y a eu des solidarités qui sont mises en place et les gens ne sont pas morts. Et solidarité entre qui? Entre les personnels et les patients. Donc là aussi, il faut regarder l'histoire au prisme des territoires, si je pourrais dire comme ça. Et puis donc de cette histoire-là de la guerre arrive la sectorisation psychiatrique. Ça met 15 ans quand même, mais enfin en 1945 c'était OK, il fallait supprimer l'hôpital psychiatrique et il fallait mettre la psychiatrie dans la cité. Ça c'était l'idée des promoteurs. Et bon, on n'y est pas encore. Hein. Bon. Mais on peut dire que c'est une longue histoire. Après 3 siècles d'enfermement et d'asilification, finalement, c'est une histoire courte. Donc, on peut dire le passage de la psychiatrie à la santé mentale est court. J'ai amené ma petite pierre à cette histoire à partir de 2001, puisque j'étais déjà impliqué dans l'OMS et j'étais conseiller donc, pour Mme Gillot et Bernard Kouchner, le rapport Piel et Roland, et puis le livre blanc de l'UNAFAM aussi, de la FNAPSI, le premier plan de santé mentale. Le deuxième rapport que j'ai rendu sur la place des usagers et surtout des élus dans le dispositif de santé mentale en 2002. Là, j'ai fait la connaissance de Laurent Elgozi et j'ai découvert le monde incroyable des ateliers santé-ville,
qu'on ne connaissait pas dans le Nord, parce qu'ils s'étaient répartis uniquement en 4 régions en France, et qui était le principe même de l'atelier Santé-Ville, c'était ce qu'il fallait mettre en place en santé mentale. C'est la participation des habitants à la politique de santé. Et la première chose qui remontait des ateliers Santé-Ville, parce qu'il y a une série d'études qui a été faite, vers les décideurs, la première chose qui remontait comme problème de santé dans les populations en difficulté, c'était les questions de santé mentale. Donc on était impacté par une sorte de ressac. Nous, on était avec nos histoires de troubles psychiques à soigner, etc., dans les hôpitaux, et un ressac, c'est-à-dire que de l'autre côté, montait une demande considérable des populations pour la santé mentale. Donc après, il faut faire le lien. Ça, c'est pas... Donc on continue. 2006, même convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU. Ça, c'est vraiment fondamental. Je vous conseille de le lire. Pour les personnes handicapées, l'ONU a pris position, ça a été ratifié par la France en 2010, sur la nécessité de respecter les droits fortement des personnes handicapées. Voilà. Donc le rapport Piel et Roland, ce qu'on a vraiment mis en évidence, c'était dans la continuation de la lutte contre le sida, on peut dire, la mise en exergue des associations d'usagers. Ça a été véritablement que ça ne peut pas, les systèmes ne peuvent pas évoluer sans l'implication des usagers et des citoyens en général. Qu'il était important d'intégrer la psychiatrie dans la médecine, et ça c'est toujours compliqué parce que même dans les textes ici, on se rend compte que la psychiatrie est traitée un peu à part quand même du système de santé générale. Or, quand on voit le lien entre comorbidité psychiatrique et comorbidité somatique, ça pose tout de même pas mal de questions, en santé publique en particulier. C'est la société au service de santé mentale à s'adapter aux besoins des patients et non pas le contraire, parce que moi j'ai connu pendant des années le contraire, c'est-à-dire les gens arrivaient, ils devaient s'adapter à l'hôpital. Et enfin, la lutte contre la stigmatisation était importante. Et nous, on voyait comme pouvoir de changement, donner la parole aux usagers, financer les associations d'usagers et faire en sorte qu'ils soient là partout. Ce n'est pas encore gagné, je vous dirais. Bon. On avait tout de même, ça c'était un peu mon dada, promu un service territorial de psychiatrie avec un réseau territorial de santé mentale. C'est exactement ce qui a été repris par la loi de 2016. Ça fait plaisir de voir 20 ans après des trucs comme ça qui ressurgissent, quoi. Le plan décennal de fermeture des hôpitaux psychiatriques, ce n'était pas fermer la psychiatrie, hein, c'était la redéployer vers l'hôpital général et vers la communauté, surtout la cité. Parce qu'on se disait, il faut mettre le système de psychiatrie dans le système général, avec ses spécificités, parce que, bon, on n'est pas chirurgien, il ne faut pas des tables d'opération, il faut du personnel, il faut des liens relationnels, c'est complètement différent, mais bon, essayer d'intégrer l'ensemble. Et puis un plan national de redéfinition des moyens. Voilà, donc ça a été, ça a été diversement apprécié à l'époque ce qu'on avait proposé. Grosso modo, tout le monde était d'accord, sauf sur le point, l'hôpital psychiatrique, il ne faut pas trop y toucher quand même. Bon. Alors, la conclusion de la deuxième mission, la mission que j'ai pu mener sur la place des usagers, parce que c'est pour la loi de 2002. Vous savez, la loi de 2002, elle donne nous, on est tous des usagers potentiels de la médecine. Alors là, tout le monde. Peut-être, on a tous un médecin traitant. Et la loi de 2002 disait, grosso modo, vous avez accès directement au dossier médical. Ça, c'était important. Il se posait une question. Et pour les malades mentaux, entre guillemets malades mentaux, hein, pour les gens qui ont des troubles psychiques, est-ce qu'on doit appliquer la même règle pour tout le monde ? Donc c'est pour ça qu'il m'avait confié une mission. Bon, c'était très vite. Là, j'ai répondu, c'est les gens qui ont des troubles psychiques, c'est vous et moi. Il n'y a aucune raison qu'on fasse des distinctions. Bon, ce n'était pas évident à l'époque. Il y avait un tas de résistance en disant les malades mentaux, toujours entre guillemets, malades mentaux, est-ce qu'ils ne vont pas comprendre ce qu'on leur explique, etc. Ils ne vont rien comprendre. Il faut mettre quelqu'un avec eux. Bref. La deuxième chose, c'était la place des élus. Et ça a été important parce que je me suis rendu compte que les élus avaient un rôle considérable, on va en parler tout à l'heure, Laurent Algozi va en parler, mais dans le maintien du lien social et puis aussi dans le pouvoir de convocation du maire et puis au niveau du bien-être, du bien-vivre ensemble, c'est des phénomènes qui sont en faveur de la santé mentale. Je ne peux pas m'attarder trop longtemps, mais plus vous avez d'adversité de la vie, plus vous avez des chances d'avoir des troubles psychiques. Alors là, je vous garantis, c'est du B à bas. Voilà. Et nous, la psychiatrie, c'est ce que disait Magali tout à l'heure, on n'est pas les mieux placés pour faire la prévention.
On doit être partout, on est bien d'accord, mais ce n'est pas nous les mieux placés. Et pour la prévention, prévenir les difficultés familiales, prévenir les conflits, quand il y a des conflits de couple, des gens qui se séparent, quand il y a des conflits familiaux, quand il y a de l'exclusion, quand il y a des difficultés au travail, c'est tous des phénomènes qui peuvent être pris en compte par les services sociaux et l'organisation même de la société, l'organisation du travail, et qui permettront peut-être de ne pas arriver à des troubles et l'hospitalisation, de pouvoir arrêter le dispositif avant. Et là-dessus, la psychiatrie n'a pas fait le travail. Parce qu'on était incapable de le faire seul. Ce n'était pas notre domaine. Donc la question de la prévention en santé mentale, c'est toute la communauté qui est impliquée. Et j'étais très content d'entendre monsieur le maire ce matin dire que c'était véritablement la santé mentale est impliquée dans le développement territorial et des personnes. Alors pour aller assez vite, on fait une étude qui s'appelle Santé mentale de la population générale, image et réalité. Image, c'est les représentations sociales. Donc en gros, le fou, c'est toujours l'autre, le malade mental aussi. Et puis à la rigueur, le dépressif, ça peut être moi ou vous. Voilà. C'est pas tous les cas, c'est pas... Et ça, partout dans le monde où on l'a fait, cette enquête, donc c'est-à-dire c'est une projection, c'est-à-dire que le fou, personne ne sait vraiment ce qu'il est, c'est toujours celui qui fait... Ou bien alors c'est des actes qu'on ne comprend pas, mais c'est toujours quelque chose d'extérieur à soi. Voilà. Et c'est pour ça, c'est ce clivage interne à nos représentations sociales qui ont fait que l'hôpital psychiatrique a marché. C'est-à-dire que, hop, on met à l'écart ce qu'on ne comprend pas, et puis on voit s'il peut guérir. Bon. Et puis la deuxième chose, c'est l'étude épidémiologique. On a fait une étude épidémiologique, on essaie de regarder grosso modo les gens qui ont des problèmes de santé mentale dans la communauté. On utilise des méthodes de santé publique pour avoir des échantillons fiables, etc. Alors si on prend Nantes, parce que je vais éviter de prendre des villes du Nord, si on prend Nantes, vous voyez, il y a 292 000 habitants, il y a 231 000 de plus de 18 ans. On ne peut pas faire ces enquêtes en population générale chez les moins de 18 ans. Des gens qui ont des problèmes, un trouble au mini, 86 000 personnes. Voilà. Il y en a 57 000 qui considèrent qu'il y a un impact dans leur vie quotidienne. Donc il y en a tout de même 20 000 pour lesquels nous, on pense, avec le questionnaire qu'on fait passer, il y a un trouble, mais les gens ne ressentent rien. Donc ça, c'est plus le questionnaire qui fait le diagnostic que les personnes elles-mêmes. Tout de même 57 000 qui ont un impact. 29 000 qui ont le sentiment d'être malades, c'est-à-dire un tiers seulement qui disent ça peut être rattaché à une maladie. Mais les autres, ils pensent jamais que c'est une maladie. Ils pensent que c'est des problèmes qu'ils ont dans la vie de tous les jours et qui vont expliquer par leur environnement, ni plus ni moins, quoi. Et vous avez, par contre, il y a 60 000 personnes qui vont chercher de l'aide et soutien auprès de la famille et des proches. C'est-à-dire que tout de même, il y a 60 000 personnes qui vont en parler autour d'eux. Ça, c'est vraiment important. 21 000 vont voir le médecin généraliste. Voilà. Et puis, le nombre de personnes suivies par les services de psychiatrie, c'est 6 900. Donc, vous voyez bien que la question de la santé mentale et de la prise en charge des gens qui ont des troubles psychiques, ça se passe ailleurs qu'en psychiatrie. Bon, ça veut dire qu'il y a des filtres, et heureusement, ça veut dire qu'il y a un tas de choses qui peuvent s'améliorer. On le voit dans ce tableau-là. On a demandé aux gens qui avaient des problèmes quels étaient les recours. Eh bien, quel que soit le recours, soit les proches, le traitement, la psychothérapie, médecine alternative, l'hospitalisation, les aides magico-religieuses et religieuses, on a fait cette étude en Mauritanie, en Algérie, en Madagascar. Donc eh bien, vous avez un recours qui est, quel que soit le recours, on a des résultats. Pas toujours fameux, mais on a des résultats. Voilà. Donc ça, c'est tout de même à dire. Il faut tout de même insister. Donc ça veut dire que l'important, c'est tout de même de pouvoir en parler et de pouvoir en parler au niveau de la population. Alors, des recours spécialisés, j'entends à partir de la médecine générale, pour les gens qui avaient des troubles dépressifs, anxieux et psychotiques, seule la moitié des personnes allaient voir quelqu'un. Alors, vous voyez, c'est tout de même... donc il y a une marge là. Et bon, c'est peut-être pas nécessaire tout le monde voit un psychiatre. C'est peut-être pas nécessaire, mais quand même, c'est à réfléchir tout ça. Hein. Pour alcool, drogue, un tiers des gens qui ont une addiction ou déclarent avoir cherché de l'aide. Et le premier recours, quoi qu'on fasse, c'est le médecin généraliste. Et encore plus, c'est la famille et les amis. Donc on voit bien que la question de la santé mentale, elle se passe au niveau de la population. C'est la fameuse pyramide de l'OMS qui montre que les besoins sont au niveau du self-care, comment on prend soin de soi, et puis des soins informels dans la communauté, ensuite la médecine générale. Donc dans les conseils locaux de santé mentale, il faut les citoyens, évidemment.
Et il faut évidemment la médecine générale aussi. Alors ça peut donner les troubles psychiatriques, si on laisse la psychiatrie faire, c'est le système qui tourne en rond. C'est-à-dire si on n'a pas une ouverture vers les questions de vie et d'intégration dans la cité des personnes, de toute façon, le trouble psychiatrique, c'est de le repli, la stigmatisation, les problèmes familiaux, les problèmes de logement, et tout ça, ça va s'accumuler. Si on n'a pas une sortie et une aide qui pourrait être au niveau de repérage précoce, toutes les études disent bien que plus on est tôt dans les soins, mieux ça va. Donc, qu'on ait des soins actifs de l'accompagnement pour limiter le handicap, de soutenir et collaborer avec les familles, parce que les familles sont en une difficulté considérable. Si on n'a pas des liens entre la cité, le sanitaire et puis le conseil général, si on n'a pas des liens avec les entreprises et puis aussi avec les associations et la ville intégrative, on n'y arrive pas. Par contre, avec tout ça, on peut penser là, être dans un cercle vertueux dans la mesure où on sera tous ensemble. Et l'intégration, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, versus exclusion, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez sur la gauche, l'accès au logement, les loisirs, la vie associative, le partenariat, les soutiens, eh bien tout ça, c'est pas la psychiatrie qui le fait. Nous, on peut insister, on peut faire partie des conseils locaux de santé mentale, mais comme psychiatre. Mais pour dire, intervenez. Parce que tout ça, c'est du domaine de la collectivité. Et si la collectivité s'y met pas, on est de l'autre domaine, de l'autre côté. On a les décès précoces, la souffrance, les coûts. Et puis, vous voyez, ce n'est pas nos médications et nos suivis qui vont suffire pour tout ça. Alors, ce qui s'est passé aussi, là j'irai très vite parce que ça va être développé tout à l'heure, c'est l'arrivée sur le premier plan de la scène des notions de rétablissement, d'empowernement, de citoyenneté. Alors, Magali, tu as lu le décret tout à l'heure. Alors bon, je pensais qu'ils avaient passé à l'as le rétablissement, mais il est dedans. Alors ça, c'est vraiment bien parce que moi, en tant qu'OMS, je suis très content d'envoyer le décret à l'OMS parce que l'OMS dit dans le monde, il faut promouvoir la notion de recovery. Le recovery, c'est le processus de rétablissement. Et tout centré sur le processus de rétablissement. L'OMS demande que pour tous les patients, toutes les personnes qui rentrent dans les services de psychiatrie, il y a un plan de rétablissement qui soit fait. Voilà, c'est pas fait. Bon, il y a des plans de crise, etc. Mais un plan de rétablissement, c'est autre chose. C'est comment on va, avec une maladie chronique, surtout avec une maladie chronique, comment on va vivre dans la communauté. Et ça passe par l'empowerment. L'empowerment, bon, on a fait 21 recommandations sur l'empowerment. Je ne vais pas y revenir dessus, mais c'est important que, aussi bien dans l'organisation des services que dans l'information, que dans faire valoir les droits, les usagers soient présents et soit empoweré. Et tout ça, ça va vers la citoyenneté, parce qu'à quoi ça sert de se rétablir, à quoi ça sert d'avoir plus de pouvoir, si on n'est pas citoyen d'une communauté, et si on n'a pas dans la communauté une place. Voilà. Donc le rétablissement, la définition d'Anthony est très claire, c'est le processus de changement des attitudes liées à une maladie. C'est un phénomène qu'on retrouve dans une quantité de maladies, pas uniquement dans les maladies psychiatriques. L'empowerment, eh bien, c'est le choix, la décision qui est fondamentale pour les usagers. Et vous savez bien qu'on a une contradiction en psychiatrie parce qu'on est aussi le lieu de l'obligation de soins. Donc là, il y a une contradiction. Très vite. Et la pleine citoyenneté comme facteur. Alors, qu'est-ce que les services de psychiatrie, ensuite, ils doivent eux-mêmes faire un travail. Qu'est-ce que nous apprennent les dernières parties, les principes de la psychiatrie citoyenne. D'abord, moi j'ai connu le chef de secteur, j'étais chef de secteur, j'ai essayé de créer un conseil de secteur. Ça n'a jamais marché parce qu'on n'est pas au même niveau. Ça marche, les conseils locaux marchent parce que tout le monde est au même niveau. Et ça, c'est vraiment important. Donc, c'est ne pas avoir des partenaires, mais être partenaire. L'hospitalisation alternative aux soins de la communauté, si on veut que la psychiatrie soit intégrative, il faut qu'il y ait au moins 60% des personnels qui soient dans la communauté versus 40% à l'hôpital. Moi, j'étais arrivé à la fin de mon travail dans le service de psychiatrie à 75% en dehors. Donc ça, c'est vraiment important parce que vous ne pouvez pas parler de communauté de psychiatrie de secteur que si vous êtes à l'hôpital. C'est l'hôpital contraire. Notre travail dans la communauté doit faire baisser l'hospitalisation. L'insertion à la porte des patients, c'est les équipes mobiles et l'autonomisation des usagers. C'est les groupements d'antenne mutuelle, c'est extrêmement important. Ça ne fait pas partie de la psychiatrie, mais c'est un lieu extrêmement important pour
les personnes. Et puis les médiateurs de santé pairs, ça je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est une expérimentation qu'on a menée au niveau national et qui font que on reconnaît le savoir expérientiel des gens qui ont eu un trouble mental, et à partir d'une formation à l'université, on les intègre dans les équipes de psychiatrie. Et ils font la médiation entre, effectivement, les personnes en soins et les équipes, et c'est tant mieux, parce que comme ça, on parle le même langage. Bon, je dirais aussi que dans les services de psychiatrie, il faut absolument intégrer des forums usagers, des usagers dans la prise de décision et d'organisation des services. Donc on y est, là, maintenant, il y a les gens, forums usagers, il n'y a plus personne d'hospitalisé, les gens, ils restent 7 jours dans un service ouvert, enfin, c'est pas bon. Mais il faut arriver à faire voter les gens au niveau de la cité pour qu'on ait des représentants des usagers qui transforment les services eux-mêmes en y participant. Et ça, c'est une véritable révolution. Parce que la santé mentale de la communauté, ça passera aussi si la santé mentale est dans les équipes de psychiatrie. Voilà. Donc, pour terminer, je dirais que on va en parler tout à l'heure cet après-midi. Pauline Guézenec va présenter les conseils locaux de santé mentale. C'est une vraie opportunité pour la psychiatrie. Plus que l'organisation au niveau des départements. Là, on a des acteurs qui se réunissent pour se mettre d'accord ensemble d'une manière volontaire. Et véritablement, moi je dis les conseils locaux, ça ne peut pas s'imposer. Ça ne peut pas venir d'en haut, ça doit venir de la base. Et c'est un complément à tous les plans nationaux, aux plans régionaux, aux ARS. C'est un complément parce que là, véritablement, les acteurs peuvent se réunir et traiter les problèmes de santé mentale de leur territoire. Et ça donne donc de la psychiatrie vers la santé mentale. Donc l'accélération qui a eu lieu ces dernières années, le plan européen de la santé mentale 2013-2020, OMS, les droits de protection des personnes qui s'accélèrent. Donc l'OMS reprend la vision dont je vous ai décrite, quoi. Le but de promouvoir le rétablissement et santé mentale promue. Donc les buts, c'est promouvoir le bien-être, prévenir les troubles psychiques, rendre les soins accessibles. Bon, les psychothérapies sont-elles accessibles en France ? Non. Bon. Améliorer le rétablissement, promouvoir les droits humains, arrêter d'enfermer les gens, bon. Réduire la mortalité, la morbidité, c'est un vrai problème, hein. Et le handicap pour les personnes ayant des personnes psychiques. Et vous voyez, l'OMS prône en principe transversaux l'approche multisectorielle, et ça, les conseils locaux en France, c'est un exemple mondial, ça n'existe pas ailleurs, et ça, c'est lié aussi à la position des maires qui peuvent avoir ce pouvoir de mise en synergie des politiques et le pouvoir d'agir des personnes ayant des troubles psychiques. Et vous voyez 2016-2017, pour terminer là-dessus en disant que ça s'accélère et c'est pas trop tôt. Voilà, merci.